Bonsoir, c'est Marc Vandamme, un petit peu enroué, excusez-moi. C'est la troisième vidéo que je fais là. J'ai mis l'enceinte, mince, décidément avec la Normandie, c'est difficile de pas être enrhumé. C'est la troisième vidéo que je fais avec. Là, j'ai mis l'enceinte Bluetooth comme micro parce qu'en général, je vais constater dans ma voiture que le niveau sonore était pas très élevé. Alors là, je fais ça dans ma cuisine là. Il y a le tube fluo derrière moi qui donne de la lumière. Alors justement, j'ai regardé des vidéos récentes de Borloo, parce que c'est un gars qui m'intéressait. Moi-même, j'ai bénéficié de certaines mesures quand il était au gouvernement de Sarkozy. J'ai trouvé qu'il avait des idées intéressantes. La maison, il paye pas de mine comme ça, mais il était vraiment efficace. Il a fait la maison à 100 000 euros, il a des bonnes idées, il a réduit les dettes, les gens qui étaient endettés, tout ça, il a fait pas mal de choses, j'aurais pas cru, mais il a vraiment fait des choses vraiment bien. J'ai trouvé que c'était un ministre. Là, il est parti en Afrique. Moi-même, je m'étais intéressé aussi à ce que font les Africains, parce que parfois ils font des choses simples, avec peu de matériaux, peu de matériel, mais c'est la dynamique de groupe, quoi, qui est. Et là, il est revenu en France. Je pense il a dû revenir, voyant tous les problèmes qu'il y a en France. Il dit, il faut que je retrousse les manches, que je vienne me mêler à l'affaire, parce que il voit que ses copains politiques sont un peu en échec. Et c'est intéressant ce qu'il a dit, parce que justement, j'avais constaté, là, il a dit que il y a à peu près 14% d'illettrés en France. On a le plus grand taux d'illettrisme. Ça prouve que l'enseignement n'est pas au top, quoi. Et puis il y a 14 millions de personnes qui ne sont pas capables d'utiliser Internet, enfin tout ce qui est numérique, quoi, informatique. J'avais constaté ça. Alors justement, par contre, son copain Sarkozy, il avait fait du dégât, parce que dans les médiathèques, il avait supprimé les cyberbases. C'était intéressant parce qu'on pouvait avoir des cours d'informatique, et justement, ça pour éduquer les gens. Les jeunes en général, les collégiens, lycéens, ils maîtrisent bien l'informatique, et souvent les personnes âgées, ils ont des difficultés, les seniors, et dans les médiathèques, il pourrait y avoir des endroits d'échange où les jeunes, ils expliquent aux plus âgés comment utiliser l'informatique, même aussi les téléphones portables, parce que maintenant on a des petits logiciels dans les téléphones portables, il faut savoir utiliser les programmes, quoi, les applications, quoi. Et puis vice versa, les seniors, ils ont une expérience qui peuvent échanger. Ça permettrait de réconcilier les jeunes et les vieux. Alors au niveau du logement, justement, il parle qu'il y avait un effort pour construire des logements qui a été un peu stoppé. Il se posait des questions, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans le système. Alors justement, pour rejoindre les idées qu'il a sur le logement, aussi, moi je vois le logement rural, on pourrait très bien, sur les grands axes routiers, là je vois en Normandie, dans mon département, on a une nationale qui traverse une zone agricole, un désert agricole, on va dire. Il y a 40 km, il n'y a aucune habitation. Et il pourrait très bien y avoir des éco-villages. On crée des villages autour de la nationale, je sais pas, tous les 25 ou 50 km. En même temps, on peut mettre des bornes de recharge pour les voitures électriques. On peut construire un éco-village avec par exemple une maison qui produit l'énergie, qui la stocke. L'énergie peut être produite par la biomasse, panneaux solaires, éoliennes. Et aussi, cette maison-là peut être équipée d'un four qui produit de la chaleur et de la chaux l'hiver. Et au printemps, la chaux qu'on a fabriquée, elle va servir à faire du béton égyptien. C'est un mélange de chaux, de calcaire broyé et de bicarbonate. On coule ça dans un coffrage en bois. Ça fait de la pierre reconstituée. Alors on peut avoir un coffrage de 40 ou 50 cm de largeur en bois, et donc c'est comme du pisé. Le mélange, ça se comporte un peu comme le pisé au départ. Il faut le tasser,
et ça durcit, ça donne de la pierre reconstituée. C'est pas moi qui ai inventé ça, c'est un chercheur, Joseph Davidovich, un chercheur de Saint-Quentin qui a été voir les pyramides, il est intrigué. Il a cherché à voir si c'était pas du béton, de la pierre artificielle. Il a été contredit, controversé, mais à la longue on s'est aperçu qu'il avait raison. Il y a des Américains qui ont fait des analyses approfondies, parce que quand on écrase du calcaire, on écrase les coquillages, donc on voit bien si c'est du calcaire naturel ou broyé. Et puis de la chaux, c'est relativement facile à fabriquer. Dans un four, on peut très bien déjà faire un four simplement avec de la terre, de l'argile. On fait des briques de terre crue et on construit le four, même s'il est en terre crue. Une fois qu'on a le four, on peut il faut monter à 1100 degrés, en plus avec un ventilo. On arrive à monter, et là, dedans, on met du bois et du calcaire. Donc on peut récupérer la chaleur pour se chauffer. Ça peut être dans une maison où ça produit un système de chauffage par air chaud. Et puis la chaux qui est fabriquée par la chaleur du four, ça capte à peu près 15% de l'énergie. Le reste, donc 85%, est utilisé en chaleur. C'est mélangé avec du calcaire broyé, 4 parts de chaux vive, 11 parts de calcaire broyé, alors du calcaire avec un peu d'argile dedans. L'idéal, c'est d'avoir là que je vois dans ma région, près de Paris, à Mantes-la-Jolie. Ça s'appelle du kaolin, c'est une argile blanche. C'est ce qui sert à faire la porcelaine en réalité. Et c'est ça qui va faire un peu que c'est collant. Le mélange va être collant. Parfois on parle de marne, justement, quand on parle de marne, justement c'est du calcaire avec de l'argile dedans. Et alors c'est ça qui va donner les propriétés de colle géologique, comme dit Joseph Davidovich, le chercheur. Alors le bicarbonate, c'est un peu comme la levure pour les gâteaux. C'est lui qui va apporter le gaz carbonique pour faire durcir la chaux. Sinon la chaux, ça ne durcit qu'avec le gaz carbonique de l'air. Ça durcit que je crois sur 1,5 cm ou 3 maximum. Ça ne durcit pas en profondeur. Que là, le fait qu'il y ait le bicarbonate, c'est lui qui va apporter le gaz carbonique nécessaire pour retransformer le chaux en bicarbonate de calcium, quoi. Donc en calcaire, quoi. Et donc on met ça dans un coffrage. Alors en plus on produit l'hiver, donc ça va rien coûter en se chauffant. Il faut du courage, de la persévérance. Et puis au printemps, l'été, jusqu'à l'automne, on peut en plus dans nos régions, dans les forêts, il y a beaucoup de bois mort qu'on peut récupérer pour justement produire la chaleur. Et en plus on peut chauffer. Après, si la maison est bien conçue, alors une maison en béton égyptien, moi j'ai réfléchi à la question. Comme en Normandie, on a un climat humide. On peut très bien avoir une isolation extérieure. D'abord, c'est le top maintenant, c'est d'isoler une maison par l'extérieur. On met de la laine de verre par exemple avec des chevrons, entre les chevrons de la laine de verre, et puis un bardage genre éternite. C'est un mélange de fibres de bois et puis peut-être de silice. Je ne sais pas exactement, c'est un matériau assez dur qui est imputrescible, donc qui rend étanche. Alors, et à l'intérieur, on peut laisser le mur nu. Si on a fait des joints dans le moule, on a fait des imitations de joints, on peut très bien, ça peut nous donner l'impression que c'est des pierres, quoi. Sinon, le fait que le mur soit nu, le calcaire, ça absorbe l'humidité, ça a un peu pertranspirant, ça absorbe l'humidité et ça ne soigne pas. Et puis, comme le béton égyptien, c'est la même propriété que le calcaire, ça a une inertie thermique importante, c'est-à-dire que quand on chauffe, ça va garder la chaleur à l'inertie thermique, quoi. Parce que dans une maison, on oublie ça, on pense à l'isolation, mais il y a aussi l'inertie, c'est-à-dire retarder l'arrivée du chaud ou du froid, de stocker de la chaleur ou du froid. Alors l'été, par exemple, ça va garder la fraîcheur, et quand il n'y a pas assez d'humidité dans l'air, le calcaire diffuse un peu d'humidité. Alors j'avais fait des expériences, j'avais trempé un bloc de calcaire, par exemple d'1 kilo, dans l'eau. Je me suis aperçu que le calcaire absorbait 10% de son poids en eau. Je l'ai mis au congélateur justement au départ, c'était pour casser le bloc. Et je me suis aperçu que mis au congélateur, comme c'est des pores très fins, ça ne casse pas. Ça résiste au gel. Je ressortais la pierre
c'était pareil, j'arrive pas à réussir à la casser. Et donc ça absorbe, donc ça apporte 10% de son poids, de sa masse en humidité. Donc à un moment donné, s'il y a trop d'humidité, ça absorbe. S'il y en a pas assez, ça peut remettre de l'humidité. C'est intéressant. C'est un mur qui réagit, quoi, qui régule le taux d'humidité. Et puis l'inertie, c'est-à-dire que quand on chauffe, une fois qu'on a arrêté le chauffage, ça garde ça stocke la chaleur. C'est le même phénomène que pour les briques, quoi. Quand on met une grosse quantité de briques, un four avec énormément de briques, c'est un poêle d'inertie, on appelle ça. Ça stocke la chaleur pendant plusieurs heures. Là, je vois mes fours, quand je fais mes expériences, le four il peut monter à 120 degrés à l'extérieur, je ne peux pas poser la main dessus, et 4 heures après, il est encore à 50-80 degrés. Donc dans une maison, après on peut avoir un four comme ça, on peut souffler de l'air sur l'extérieur du four et ça réchauffe l'air. Et par exemple, on peut avoir des conduites d'air dans les faux plafonds, dans les couloirs. On envoie l'air chaud dans chaque pièce, au-dessus des portes. Donc j'ai réfléchi à tout ça. Je suis né dans une région où il y avait beaucoup de forêts. Les gens étaient très sensibles à l'énergie. Il y avait beaucoup de microcentrales hydroélectriques. Il y avait tout un industrie qui fonctionnait avec. Donc j'ai été éduqué un peu dans l'énergie, la vallée de l'énergie, près du Bec et Loin. C'est un centre spirituel. Donc voilà pour. Alors ça pourrait justement le béton égyptien, ça serait intéressant. On pourrait construire des maisons beaucoup moins coûteuses puisque les matériaux coûteraient pas. C'est un coût marginal, quoi. On les fabrique pendant l'hiver, pendant qu'on se chauffe, et au printemps, mettons toute une équipe les voisins ou des gens courageux et motivés, sur leur temps libre, ils peuvent venir faire le mélange et puis couler ça dans un coffrage. On peut très bien avoir un coffrage de 1 mètre de haut avec 40 cm de largeur, quoi. Et puis à chaque fois on peut monter d'1 mètre à chaque coulée. On peut commencer par des murs carrément de 50 cm. Et puis après on diminue au fur et à mesure. L'étage suivant peut diminuer à 40, après 30. Au fur et à mesure qu'on monte en hauteur, extérieurement, tout peut être aligné, mais à l'intérieur, ça peut diminuer l'épaisseur sans qu'on se rende compte. Ça augmente le volume de la pièce. Alors, donc, en plus, ça donnerait du boulot parce que quand on n'a pas les gens qui n'ont pas de travail, ils pourraient participer. En plus, ça fait un travail collectif, quoi. Ça travaille. On revient un peu comme à l'époque des Égyptiens, mais en plus simple, donc avec peu de moyens. Et après, donc on a construit la maison parce que c'est quand même un besoin de base, la maison avec les vêtements et la nourriture. Et puis les logements sont beaucoup trop chers. Je trouvais que Borloo, c'était une bonne idée. Il avait lancé la maison à 100 000 euros, puis que le terrain, on n'a pas le terrain à payer. C'est vrai que j'ai réfléchi, j'ai posé les questions des constructeurs de maisons. En somme, avec la TVA et les charges sociales sur le travail, ça double le prix d'une maison. En réalité, si le prix réel d'une maison en matériaux, c'est divisé par 2, quoi. Une maison de 160 000 euros, ça serait 80 000 euros. Alors je suis sûr qu'on pourrait arriver même à faire une maison à 100 000 euros avec le terrain inclus, parce qu'il avait séparé le prix du terrain qu'on payait après la maison. Mais d'ailleurs, les terrains, c'est une aberration parce que parfois, on vend des terrains 100 000 euros, c'est aussi cher que la maison qu'on va construire. Il y a une spéculation là-dessus. Je prends un exemple, mettons qu'on va sur la Lune. Le terrain n'appartenait à personne, alors qui est-ce qui s'est approprié le terrain? Qui lui a donné une valeur comme ça? Il y en a un qui s'est confisqué le terrain, puis après il l'a revendu. Bon, il y a évidemment les travaux d'assainissement, mais parfois c'est exagéré. Justement, si on fait des éco-villages au bord des nationales, par exemple, des axes routiers importants, bon, évidemment pas trop près de la route pour pas qu'il y ait de nuisance. Là, on a dans un environnement où il n'y a pas d'assainissement, on peut faire un éco-village où il y avoir un assainissement pour un lotissement de 10-12 maisons. Et puis on peut produire maintenant l'énergie d'une manière autonome. Au niveau téléphonique, on n'a pas besoin. Tout passe par radio. Donc avec le GSM,
la 3G, la 4G, la 5G. On n'a pas besoin d'être raccordé par des lignes téléphoniques. Au niveau énergie, c'est pareil avec les panneaux solaires, les éoliennes et la biomasse. Moi, j'ai trouvé une solution pour produire de l'énergie aussi quand on en a besoin. C'est en produisant du gaz à partir quand on carbonise des plantes, ça dégage du gaz. Ça fabrique du charbon de bois et en même temps, le gaz, il peut être utilisé pour faire tourner des groupes électrogènes. Un groupe électrogène, c'est pas nécessaire qu'il tourne toute la journée pendant 8 ou 24 heures. Il peut tourner pendant quelques heures, il charge des batteries, et c'est un onduleur qui produit l'énergie en permanence. Alors c'est intéressant d'avoir un groupe électrogène qui marche avec du gaz, qui est fabriqué à partir de la biomasse, à partir de la carbonisation. Comme ça, si on n'a pas assez d'énergie solaire et éolienne, parce que l'éolien et le solaire ça coûte assez cher. Alors moi j'appelle ça le système la biomasse, l'énergie du bois, moi j'appelle ça de l'énergie solaire indirecte. Parce qu'en fin de compte, si on n'a pas les moyens de se payer des panneaux solaires, si on plante des plantes, elles captent l'énergie solaire. Après, quand on brûle la plante ou le bois, ça nous reproduit de l'énergie calorifique, donc on récupère l'énergie que le soleil nous a envoyée. Et puis on peut produire du gaz. D'ailleurs, il faut se poser la question dans 50 ou 100 ans, quand il n'y aura plus de pétrole et de charbon, dans 100 ans il n'y aura plus on pourra faire le charbon à partir des plantes, parce que les plantes captent le CO2, et là c'est une ressource infinie renouvelable de carbone. Et à partir du carbone, il y a le procédé Fischer-Tropsch, les Allemands pendant la guerre. Avant la guerre, il y avait deux chimistes allemands, Fischer-Tropsch, qui avaient mis au point un procédé à partir du charbon. On chauffe du charbon à peut-être 800-900 degrés, on envoie de la vapeur d'eau, et ça crée du gaz de synthèse. À partir de ce gaz de synthèse, on peut fabriquer de l'essence, du gasoil. S'il y en a qui sont motivés, ils regardent Fischer-Tropsch, je mettrai l'orthographe exacte parce que c'est des noms allemands, c'est pas facile de savoir comment ça s'écrit. Plus tard, je mettrai des petits messages sur un papier. Je ferai comme Mike Posner, là il y a une chanson de Mike Posner, je prends une pilule pour Ibiza, c'est en anglais, il mettait des messages sur des bouts de papier qui faisaient défiler sur l'écran. C'est une bonne idée, ça fait un truc simple. Parce que là, justement, pour résoudre le problème de la crise en France, il y a ce problème de manque de logement, les gens qui sont mal logés, ça donnerait du travail, et puis ça va résoudre le problème à moindre coût. Il faut arriver à faire des maisons moins chères, parce que par rapport au pouvoir d'achat des ménages, et aussi il y a Monsieur Martin, c'est celui qui a remplacé l'Abbé Pierre, le gestionnaire de la Fondation l'Abbé Pierre. Il a dit que maintenant le budget des ménages, il y a 25 à 50% du budget des ménages qui est absorbé par les coûts de logement. Avant c'était 12 ou 15%. C'était le budget alimentaire qui était 25%, il y a 25 ans, ça s'est inversé. Donc, si le logement était moins cher, les gens ont plus de pouvoir d'achat, ils peuvent manger mieux, consommer, pouvoir s'acheter des vêtements plus facilement, se chauffer aussi. Il y a aussi le problème du chauffage. Actuellement, on est ruiné par les maisons toutes électriques. Là, 30% de l'énergie des centrales nucléaires est consommée par les maisons toutes électriques. Donc les maisons toutes électriques, c'est les maisons nucléaires. Comme on dit qu'il faut réduire la part du nucléaire, il faut convertir les maisons toutes électriques au chauffage au bois. Nous, on a étudié ça avec des stagiaires pendant plusieurs années. On a cherché une solution simple pour une maison qui n'est pas prévue au départ. C'est de mettre un four, ou ça peut être un insert, dans un coffrage en silicate de calcium. C'est un matériau qui résiste à la chaleur. Une sorte de caisson. Et donc, ça va être le même principe qu'une cheminée, un insert. On envoie l'air chaud dans les couloirs, dans un faux plafond. Par exemple, les plafonds en général sont à 2,50 m. On peut les descendre à 2,20 m, 2,30 m. On peut faire. Et là, sous le faux plafond, on fait passer des gaines
d'air chaud qu'on envoie au-dessus des portes. On met des grilles et on récupère l'air vicieux, on le renvoie à l'insert justement, parce que un insert ou un four, c'est mieux que l'air soit réchauffé. En plus, ça va permettre de faire fonctionner la circulation d'air. Ça fait un peu la VMC. Et alors l'air qui vient, l'air chaud qu'on a envoyé, il peut y venir de l'extérieur. Il peut circuler le long du tuyau du conduit de cheminée. Et puis il arrive sur le four ou l'insert pour se réchauffer. Et ça produit une chaleur assez importante, parce que justement, quand on a des vagues de froid, et puis quand on construit des maisons neuves, alors le truc qui est très intéressant, c'est la pompe à chaleur réversible. Parce que quand il fait chaud l'été, on peut rafraîchir les maisons. Alors, c'est de la géothermie, c'est l'énergie de la Terre, quoi. Indirectement, c'est le soleil qui a chauffé la Terre, et puis après, on récupère. Alors justement, qu'elle soit réversible, c'est important, parce que ça nous permet d'avoir de la fraîcheur l'été, et en même temps, ça permet de réchauffer le sol. Parce qu'au bout de 5 ans, la température du sol peut diminuer, l'herbe devient, au lieu d'être verte, elle devient jaune, la pompe à chaleur est moins efficace. Donc, par contre, la pompe à chaleur, c'est assez lent comme système, il y a une inertie importante pour arriver à chauffer une maison. Alors justement, c'est complémentaire avec le bois. Le bois, il peut produire de la chaleur rapidement. Bon, bah, il y a ceux qui préfèrent les granulés. Moi, je suis pas tellement pour système granulé. Je préfère avoir du bois. Comme ça, je vais dans la forêt. Il y a une crise économique. L'usine est à brûler. Il n'y a plus de granulés. Je peux aller chercher du bois dans la forêt ou mon stock de bois, quoi. Truc de base. Ou des poêles granulés qui sont mixtes, quoi, qui peuvent marcher aux bûches et aux granulés. Toujours avoir une solution de rechange, quoi. Et puis de manière, au niveau énergie, dans une maison, je conseille aussi d'avoir un réchaud à gaz en cas où on est en panne de courant. On peut chauffer les aliments, on peut se dépanner. Alors maintenant, si pour l'éclairage, ce qui est pratique, c'est les LED. Il y a des petites lampes qui marchent sur pile ou sur AQ qui consomment très peu d'énergie, qui permettent d'avoir un éclairage de secours. Donc, et puis quand on a alors la notion d'éco-village, par exemple, il peut y avoir tout autour des maisons un petit jardin. J'ai vu que en général, il faut, pour alimenter une famille de 4 personnes, il faut 40 mètres carrés, quoi. Pour aménager. Évidemment, ça demande du boulot. Alors, les tomates, en Normandie, c'est pas facile à faire parce qu'il y a le problème d'humidité. Alors, j'avais essayé un système des bidons de pétrole que j'ai coupés. Verts, des verts parce que transparent, c'est pas terrible pour les racines. Et je mets les poignées. Et alors, quand il fait mauvais, je rentre les tomates à l'intérieur de la maison. Mais c'est vrai qu'en Normandie, c'est pas facile. Il y a un taux d'humidité important. Il faut vraiment commencer à planter les tomates très tôt. Si on n'a pas assez d'ensoleillement, on a du mal à finir. Ils sont pas très grosses. Les pommes de terre, ça c'est plus simple. Alors aussi, je fais une chose, c'est au lieu de faire un jardin, je mets ça le long de la clôture. Je fais des plates-bandes tout autour de la clôture. Ça m'évite d'avoir à entretenir la clôture, de tout le temps désherber. Et puis, ça fait quand même de la surface, toute la circonférence, enfin le périmètre, pas la circonférence, c'est quand c'est rond, le périmètre de la maison, ouais, du terrain. Ça peut être, ouais, évidemment, c'est du boulot aussi le jardin. Il faut essayer de trouver des trucs assez simples. Il y a aussi la permaculture, voir ce qu'on peut faire. Et puis, je pense que le jardin, pour y arriver, parfois c'est bien d'être à plusieurs, quoi, parce que une seule personne, c'est du boulot. Pendant on se relaye, quoi. Quand j'avais mes enfants, on était toute la famille, tout le monde participait, quoi. On donnait un coup de main pour retourner le terrain, planter les pommes de terre et puis cueillir les framboises aussi. Les framboises aussi, c'est intéressant. Alors, ça permet de faire des confitures. Alors, j'ai remarqué quand il fait très très chaud, il faut qu'il soit arrosé avant. Il faut pas les laisser trop se dessécher, quoi. Donc, ce problème de logement, alors aussi,
Quand on voit à Paris, il y a un sixième de la population de la France qui vit à Paris. Les gens, ils passent 2 heures dans les embouteillages. C'est un vrai gâchis. Il faudrait qu'il y ait des gens. J'ai un copain là qui est informaticien. Je lui ai dit, tu devrais essayer de négocier. Parfois, il est surmené, il est fatigué. Je lui ai dit, tu devrais faire la semaine de 4 jours. Ou toi, tu fais 2 jours. Tu prends le mercredi, tu travailles chez toi. Tu n'as pas forcément besoin d'être toujours présent. Parce que tu passes 2 ans dans les embouteillages, pendant ce temps-là, tu te reposes pas, tu ne travailles pas, tu n'es pas productif. Les gens qui sont dans le bâtiment, parfois il y en a qui font ça, qui viennent du nord de la France, qui viennent travailler à Paris. Ils arrivent le lundi, ils travaillent 4 jours, ils repartent le jeudi soir. Ça fait économiser une journée dans les transports et puis même pour l'hôtel, par exemple. Alors aussi c'est pareil pour le problème du logement, puisque le logement est cher et puis que les gens ont besoin de se déplacer, ils passent du temps. Alors moi j'ai trouvé une solution, c'est de faire un lit, une couchette dans la voiture. D'ailleurs vous verrez ma chaîne YouTube, prototype couchette, j'ai montré un lit que j'ai installé dans ma Citroën C3, une petite voiture. Sur la banquette passager j'ai mis des planches. Alors le premier version là n'était pas terrible. Depuis j'en ai une nouvelle version. Les planches peuvent se replier, on peut les ranger à l'arrière. Parce que la plupart du temps les gens se déplacent seuls dans leur voiture. Et ils peuvent très bien dormir dans leur voiture avec la clim, le chauffage ou la clim. On consomme 1 litre à l'heure. Ça coûte peut-être moins cher que de rouler, de faire 80 km, la fatigue que ça procure. Dans l'avenir, avec les voitures électriques, ça sera intéressant parce que la, la Zoé, le chauffage et la climatisation fonctionnent par une pompe à chaleur, donc ça consomme peu d'énergie. Alors là, c'est intéressant, puis ça pollue pas, par contre, on laisse tourner le moteur. Mais j'ai fait des essais. Alors, les premiers essais que j'ai fait avec les voitures, là, comme ça, je remets à la voiture. J'ai une fois l'alternateur qui avait cramé, mais parce que l'alternateur qui était peut-être en mauvais état. J'ai eu quelques déboires, mais après, une fois que en fin de compte, le moteur, il tourne au ralenti et on consomme à peu près 1 litre à l'heure. Évidemment, il ne faut pas se mettre dans un garage, il ne faut pas dans un endroit clos, dans un espace à l'air libre, quoi. Et quand je suis sur des aires d'autoroute, parfois je me gare entre les camions pour être en sécurité, donc c'est un système intéressant. Et puis pensez à négocier la semaine de 4 jours. Peut-être aussi peut-être travailler au lieu de travailler 5 jours, travailler 4, avoir, mettons, lundi, mardi, faire la pause de mercredi, rester chez soi, et puis peut-être travailler plus les autres jours. Moi, je vois quand j'étais à Paris, bon, j'arrivais parfois peut-être tard, 10 heures, mais le soir, je partais à 8 heures, comme ça, il n'y avait plus de problème de circulation, d'embouteillage. J'étais fini si tard, j'étais en horaire décalé. Je me rappelle, quand j'étais dans la radiocommunication, il y avait un responsable qui a fait les premiers programmes de téléphone portable. J'étais dans une boîte danoise. Il arrivait à 10 heures du matin avec sa pipe, le gars. Cool. Il arrivait tranquillos, et puis le soir, il partait vachement tard, quoi. Mais il arrivait même à la limite à 10 heures, 11 heures, alors qu'il pouvait, et puis il repartait le soir, comme ça n'est pas le problème de circulation, de cohue dans le métro ou d'embouteillage. Là, comme ça c'est tranquille. Voilà, il faut voir aussi. D'ailleurs, à Paris aussi, une fois qu'on est arrivé au boulot, parfois on mange sur place. On évite de refaire des kilomètres, parce que je vois en province, les gens ils repartent chez eux manger le midi. À Paris, c'est pas possible. Repartir chez soi, il faut aller au restaurant, ou prendre son sandwich, ou la gamelle, quoi. Et puis de passer une demi-heure ou 1 heure, passer moins de temps au repas le midi. Et puis le soir, peut-être bien déjeuner le matin, pour ceux qui peuvent, voilà. Donc, et puis, donc ce problème de logement, et puis alors donc au niveau de l'énergie, il y a toutes les forêts en France sont pas du tout entretenues, beaucoup de forêts sont privatisées. Le bois mort, il y a un vrai gâchis de ressources en biomasse, quoi. Alors justement, les gens qui n'ont pas de boulot, par exemple l'hiver, il n'y a rien qui pousse, mais là c'est le moment de ramasser du bois quand il y a les tempêtes, là, comme en ce moment là. On est au mois de février, il y a eu beaucoup de tempêtes à partir de, disons, décembre, janvier, février.
En général, quand l'hiver est doux, il y a des risques de tempêtes plus importantes. Alors c'est à ce moment-là que toutes les branches tombent, les arbres tombent. Et justement, en plus, il faut aller dans la forêt, élaguer tout ça, parce que parfois ça tombe sur les routes. Et tout ça, ça pourrait être récupéré, ce bois. En plus, bon, on récupère après, au moment des tempêtes ou avant, ou après, enfin après, plutôt après, parce que quand une fois qu'il est tombé, et on le stocke, on le laisse sécher, et puis l'année d'après ou un an ou 2 ans après, on peut l'utiliser, quoi. Et ça va nous procurer de l'énergie thermique. Au lieu d'utiliser une énergie nucléaire, parce que le nucléaire, il faut bien voir qu'une centrale nucléaire, c'est la chaleur que produit le réacteur. Il n'y en a que 35% qui sont transformés en électricité. Le reste, c'est de la chaleur perdue dans la nature, dans l'échangeur et puis dans la ligne. Donc, j'ai fait les calculs. Un réacteur de 1300 qui produit 1300 mégawatts, par exemple en Normandie, à Palluel, il y a 2400 mégawatts qui sont rejetés dans la nature. Ça représente l'équivalent de 1 200 000 radiateurs de 2000 watts. Donc, vous voyez, l'énergie perdue. Donc là, une centrale nucléaire, ça réchauffe aussi la planète. Ça n'émet pas de CO2, mais ça produit des déchets nucléaires qu'on ne sait pas quoi faire. C'est un problème pour l'avenir. Et puis, ça réchauffe aussi la planète. Pareil, quand vous êtes en voiture, il faut voir que votre voiture, 75% de l'énergie du carburant est rejetée en chaleur. D'ailleurs, vous pouvez remarquer quand vous êtes dans les parkings souterrains, on crève de chaleur. Il fait très chaud, même l'hiver. C'est la chaleur, bon, il y a aussi la chaleur du moteur qui a été accumulée, mais donc ça réchauffe aussi. Alors il y a les gaz, bon, la voiture elle émet des gaz, le CO2, les oxydes d'azote. L'oxyde d'azote c'est un peu de l'acide nitrique, c'est pas très bon. Et tout ce qui est raffinerie et puis tout ce qui utilise le charbon minéral, c'est produit du soufre. Donc justement quand on a une pollution industrielle, il y a un peu d'acide sulfurique et du soufre, donc ça crée des oxydes de soufre, c'est de SO2, SO3, ça produit un peu des vapeurs, quand ça se dissout dans l'eau, ça fait un peu d'acide nitrique, de sulfurique, pardon, très léger, mais c'est de l'acide. Par contre, les gaz d'échappement, en dehors du CO2, on dramatise sur le CO2, mais le CO2, il est capté par les plantes, et puis le plancton. Si on plantait beaucoup plus de plantes et d'arbres, on va capter beaucoup plus de CO2. Ça, c'est un gaz qui se recycle. Mais par contre, les oxydes d'azote, c'est pas prévu dans la nature. Et les oxydes de soufre. Donc ça va faire des pluies acides. D'ailleurs, vous remarquerez, une voiture à essence, elle émet beaucoup plus d'oxyde d'azote. Donc le pot d'échappement roule beaucoup plus vite. Une voiture diesel émet moins d'oxyde d'azote. Par contre, un peu plus de particules de carbone. Vous verrez la différence. Alors maintenant, par contre, les voitures modernes polluent beaucoup moins. C'est ce que euh, euh, Marcel Campion, le chef des forains, qui se présente à la mairie de Paris, justement, il m'a interpellé sur ce sujet. Il a dit qu'en réalité, la pollution en ville a diminué depuis 30 ans, parce qu'avec les pots catalytiques et tout ça, les efforts que les constructeurs ont fait, en réalité, la pollution a quand même, bon, c'est pollué, mais ça a diminué. C'est vrai que les monuments se salissaient beaucoup plus vite avant, donc la situation s'est quand même améliorée. Vous regarderez d'ailleurs les voitures diesel maintenant. Il y a le garagiste qui m'a prêté une Citroën C3 il y a 6 mois, là, ou peut-être 4 mois, pour réparer ma voiture. Et j'ai regardé le pot d'échappement, l'inox était brillant. Il n'y avait aucune particule de carbone. Le pot d'échappement était vraiment propre. Puis la voiture très silencieuse par rapport à la mienne, beaucoup moins bruyante et beaucoup moins polluante. Il y a eu, c'est vrai, beaucoup de progrès de fait. Dans les diesels aussi, et essence, même à la limite, peut-être le diesel, on parle des particules de carbone, mais sinon au niveau pollution, à la limite, au niveau de rejet de gaz, ça serait moins pire que l'essence. Et le rendement du diesel est supérieur. On a un rendement de 30%, qu'une voiture essence est plutôt dans les 25%. Donc il y a une petite différence. Donc, et puis dans l'avenir, bon, il y a les voitures électriques, il y a les voitures au gaz. Alors j'ai posé la question des gens qui ont les voitures au gaz, qui font des moyennes distances. Ils sont assez satisfaits, ils trouvent ça c'est pas mal. Ça marche pas mal non plus. Les gens ont un peu peur, mais il y a les nouvelles voitures sont sécurisées.
Donc, si quand vous êtes vous allez travailler à 60 km ou 80, c'est jouable. Alors, par contre, il y a beaucoup de réglementation. Donc, alors au niveau de l'emploi, tout ce qui tourne autour de l'habitat, si on se mettait à construire beaucoup plus de logements, là par exemple, les logements en béton égyptien, et puis aussi j'ai remarqué, parfois il y a des vieilles bâtisses qui sont vraiment délabrées, on veut les rénover, mais quand on veut rénover du vieux, parfois c'est pas très performant, il y a pas l'isolation qu'il faut, c'est très coûteux de modifier, ça serait mieux de récupérer le terrain, parfois de ne pas faire de sentiments, et puis de dire on va refaire quelque chose de neuf, faire du neuf, parce que c'est un peu comme une vieille voiture. Si vous voulez rénover votre voiture, dire qu'elle va toujours consommer 7 litres au 100. Là, j'avais une Clio diesel qui consommait 7 litres au 100. Je me dis à un moment, j'ai beau essayer plein de trucs, différents carburants, j'essuyais le colza, tout ça, mais ça consommait beaucoup. Et puis quand j'ai changé de voiture, maintenant j'ai une voiture qui consomme 4 litres 5, une voiture plus récente, donc ça m'a quand même réduit fortement la consommation. Il n'y a pas de mystère, c'est pareil pour les maisons. Quand on a une maison qui est bien conçue, qui est mieux isolée, une bonne inertie thermique aussi, elle va être moins coûteuse en énergie. Il y a aussi un truc qui est fou aussi, c'est quand on pense en Normandie, toute la pluie qui tombe, il y a très peu d'installations pour récupérer l'eau de pluie pour les sanitaires, et puis aussi voilà, l'eau grise, l'eau de la salle de bain peut être récupérée pour la chasse d'eau, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir de l'eau potable pour le... Et puis l'eau de pluie, là. Moi, je marche à 50% l'eau de pluie et parfois l'eau de source l'été quand j'ai un problème, j'ai pas assez. Quand je vais faire mes courses, alors ouais, l'efficacité énergétique justement quand on va faire ses courses, on peut très bien passer près d'une source, remplir des bidons, on a de l'eau de source. Parfois, il y a de l'eau de source qui est meilleure que l'eau du robinet si on a bien repéré l'endroit. C'est pareil, parfois on va dans la forêt, on peut récupérer un peu de bois, même au bord de la route, il est tombé au bord en allant faire ses courses, donc on a été faire ses courses en même temps, on récupère du bois, donc aussi un truc qui est très intéressant, c'est d'avoir une remorque à la campagne, là. Quand on va, bon bah justement, par exemple, on va, mettons, faire ses courses, et puis on peut passer près d'une source, on peut rallumer. Si on a une remorque, on peut ramener, je sais pas, 200 litres d'eau, comme ça. Beaucoup plus d'eau. Je mets ça dans des bidons de pétrole que j'ai bien nettoyés. Je peux prendre des bidons de 20 litres, quoi. Et après, je peux utiliser ça dans ma maison. Donc les bidons de pétrole, pour les nettoyer, j'ai trouvé un système avec de l'alcool supérieur à 95 degrés. Je les rince, après je les passe au produit à vaisselle, et après l'eau de javel. Alors les bidons, j'ai remarqué, les bidons qui sont en plastique poreux, ça a tendance à garder l'odeur. Par contre les plastiques lisses, on appelle ça polyéthylène haute densité. C'est lisse, ça ne garde pas les odeurs, ça n'a pas un effet d'éponge, quoi. Donc au niveau emploi, déjà ce problème de logement, et puis la ressource de forestière, quoi. Il paraît qu'on est 2 fois moins performant que les Allemands, la source de domaine. On gère pas bien notre forêt. La majorité des forêts sont privées. Ça sert plutôt à faire de la chasse, mais c'est des gens qui sont aisés ou des gens qui ont hérité mais qui n'entretiennent pas la forêt. Et puis on n'utilise pas les ressources de la forêt pour se chauffer. Pendant la guerre et après la guerre, les gens ils allaient ramasser le bois dans la forêt pour se chauffer. Il y a aussi, c'est ce qu'on appelait les têtards, là, les arbres qu'on coupe les branches. Comme ça, c'est pas des très grosses branches, c'est plus facile à couper. Ça produisait les haies, là, ils produisaient pas mal de ressources en bois de chauffe, quoi. Alors parfois il y a du gâchis parce qu'il y a parfois du bois qui est abattu pour se chauffer qui pourrait être utilisé pour la menuiserie, la construction. Il y a parfois un peu de gâchis, quoi. Il faudrait mieux utiliser les ressources en bois. Et peut-être on a diminué vachement le nombre de scieries. On a concentré. C'est bien d'avoir quand même encore des scieries un peu plus localisées, quoi. Moins centralisées.
C'est vrai que ces ressources en bois, il faudrait voir ça. Alors pour revenir au béton égyptien, il y a en Normandie, il y a énormément de régions, même la Marne, bassin parisien, il y a beaucoup de calcaire, quoi. Il y a énormément de régions qui ont des ressources en calcaire. Donc c'est intéressant de se pencher sur ce matériau, quoi. Ça serait un peu l'évolution par rapport à la chaumière en colombage et en terre. Ça serait une évolution. Et puis on revoit, ça nous fait penser à l'époque de la Renaissance, justement pour la Renaissance avec le béton égyptien. Comme quand on a construit toutes les maisons en pierre, les belles bâtisses, quand même, je suis toujours un peu séduit par toutes ces bâtisses en calcaire, là, en pierre, qui sont très solides, hein, qui durent des centaines d'années. Hein, c'est quand même, là, justement, c'est un matériau qui est très durable, qui dure dans le temps une fois que c'est construit. Si c'est bien construit, là, c'est impeccable. Alors aussi, en 2016, je suis parti pendant 3 mois, justement, j'ai dormi dans la voiture. C'est là que j'ai expérimenté de vivre la voiture. En général, c'était 1 mois en continu, je dormais dans la voiture. Puis parfois, j'étais chez une amie et puis mon fils. J'ai fait des coupures entre deux. Et je me suis aperçu, j'ai traversé des régions dans le sud de la France, qui est Côte de la Forêt. Euh, il y a des endroits, il y a même plus il y a des villages qu'on dit, il n'y a plus personne, et il y a des ressources en bois qui sont exploitées. Alors justement, dans les régions où il y a énormément de forêts comme ça, s'il y avait des humains qui revenaient dans ces régions-là, exploiter la forêt et envoyer le bois, par exemple les trains justement se plaignent qu'il n'y a plus de transport ferroviaire, eh ben, au lieu de transporter du charbon comme on faisait quand j'étais gamin, je voyais des trains de charbon. Il y a le charbon qui venait du nord de la France, qui arrivait en Normandie pour alimenter les usines. Ben, maintenant, on pourrait aller chercher le bois dans les régions où il y a des ressources forestières importantes. On l'envoie par train de marchandises. Ça fait du travail, du fret pour la SNCF. Ça donne du boulot pour les gars qui déchargent, des bûcherons. En plus, c'est un travail sain, quoi. On respire la résine, les sèves des arbres, on est au plein air et puis on utilise des ressources forestières. Et on pourrait planter beaucoup plus d'arbres. On peut augmenter, parce qu'en fin de compte, excusez-moi, j'ai la bouche un peu humide. Euh, avec l'agriculture, on ne s'est pas rendu compte, mais depuis le Moyen Âge, on a supprimé des forêts. C'est ce qu'ils appellent ça les régions chauves. La Bretagne et la Normandie, on n'a pas énormément de forêts parce qu'on a décimé un peu. On parle de l'Amazonie, mais dans le passé, les premiers agriculteurs, ils ont déboisé pour avoir des terres cultivables. Et par contre, au bord des routes, parfois, il y a des endroits et alors ouais, je rentre dans le département de l'Eure, c'est entre Évreux et puis Lisieux. Il y a des déserts agricoles, parfois on a 40 km, on traverse que des champs. Il n'y a plus du tout d'herbe, même ça fait un obstacle au vent, ça retient un peu l'humidité, il n'y a plus assez de zones humides, des petits lacs pour retenir l'eau. On peut avoir des arbres au bord de la route, bon, pas trop près de la route parce que ça peut être dangereux, mais un peu plus de végétation, ça fait des ressources en bois après. Et aussi, alors, quand j'étais dans le non, pardon, dans le sud de la France, j'étais à Cannes, tout ça, Sophie Antipolis, Nice. Je me suis rendu compte, oui, je suis allé à Grasse, la ville des parfums, là. J'étais visiter des usines, des fabriques de parfums, et il parlait de la lavande. Justement, il y a le maire de Grasse qui voulait relancer la culture de la lavande, mais il y a tellement de terrains qui ont été vendus pour faire des propriétés, construire. Il n'y a plus assez de terrain pour faire de la lavande. Alors moi justement j'ai traversé des zones montagneuses, je me suis rendu compte, parfois il y a un versant de la montagne qui est très exposé au soleil. Et puis j'ai aussi dans l'Ariège visité une carrière de talc, c'était à 1400 mètres d'altitude, c'était très intéressant. Pour extraire 1 tonne de talc, il faut extraire 10 tonnes de pierre, et la pierre il la concasse, et après il replante des arbres. Alors justement je me suis rendu compte de ça. C'est que par exemple, dans une région où c'est montagneux, qu'il n'y a que du roc, mais si on concasse la pierre, on fabrique du sable, quoi. On a une couche de sable, et après la végétation pousse. Dès qu'on a du sable, en fin de compte, si on transforme le roc, en réalité pour la végétation, on a besoin que
20 ou 25 ou 30 cm, maximum 50 cm d'épaisseur de terre. Donc là, par exemple, je vois les herbes de la pampa à Deauville, ils poussent dans le sable. Donc il y a des plantes qui poussent dans le sable. Et là, justement, sur des versants de la montagne, très exposés au soleil, si on broie de la pierre, des concasseurs, maintenant des moyens modernes, des outils de carrière, et on peut replanter des lavandes dans des endroits justement où il y a de la surface de disponible, mais bon, des plans inclinés, mais ensoleillé. Ça peut permettre de redévelopper la lavande, parce que la lavande, c'est très utile. D'ailleurs, une fois carbonisé, ça dégage beaucoup de gaz combustible. Ça sert à parfumer. Moi, j'utilise ça dans mes water pour quand je vais aux toilettes, au lieu d'avoir une bombe aérosol, je remue un peu de lavande dans un saladier. Et puis quand elle est usagée, justement, je la carbonise pour faire du gaz. Donc ça désinfecte le linge. Ça a beaucoup de propriétés. Euh, c'est très intéressant. Donc, et puis aussi, ça sert à faire des parfums. Ouais, aussi. Donc, ça peut être, vous voyez, donc là, des endroits où il y a, par exemple, la terre est aride, mais si par exemple on a de la rocaille, si on concasse le rocher, on fabrique du sable, on peut modifier l'environnement. Après, je vois du côté en Espagne, Padaquès, près où habitait Dali, il y a des vignes qui ont été installées par les ancêtres. Ils ont fait des murets, ils ont construit des murets pour retenir la terre et puis l'eau. Et ensemble, dans un endroit qui était très aride, qui était montagneux, ils ont fait arriver à cultiver de la vigne parce qu'il y a eu un travail de fait par les anciens, quoi. Donc là, justement, le carrière de talc, ça m'a interpellé. J'ai vu là, ils ont des concasseurs, quoi, parce qu'ils sont engagés une fois qu'ils ont extrait le calcaire, enfin pas le calcaire, le talc, pardon, de, de replanter, de reboiser. Donc ça prouve bien qu'on peut arriver à faire des choses très intéressantes au lieu de se lamenter. On a les moyens de faire pas mal de choses. Justement de réfléchir. Alors c'est aussi, j'ai constaté une chose avec un stagiaire qui était algérien, qui a failli venir en stage chez moi, puis finalement ça s'est pas fait, mais on s'est fait la réflexion puisqu'il venait d'Algérie, il fait chaud dans son pays, et on s'est rendu compte que le plus important pour cultiver des plantes, en réalité, c'est le soleil, parce que quand on n'a pas assez de soleil, c'est pas évident, on peut pas en faire plus. Par contre, l'eau, si on manque d'eau, on peut toujours s'arranger pour trouver des systèmes pour la stocker, l'économiser. On peut toujours amener de l'eau, quoi. Mais si on n'a pas assez de soleil, c'est le truc primordial, c'est le soleil. Dès qu'on a le soleil, déjà, c'est le truc de base. Après l'eau, on peut arriver à trouver des moyens pour en amener, mieux la gérer. Là, je vois par exemple dans le Sahara, par exemple, c'est pareil, le Sahara, il y a des zones désertiques importantes. Si on avait des pompes, on va pomper de l'eau de mer, même avec des éoliennes et des panneaux solaires. On envoie de l'eau salée dans le désert. Par évaporation, on va récupérer de l'eau distillée, et puis on peut récupérer les sels aussi, parce que même dans le sel de mer, il y a du lithium, il n'y a pas que du sel, hein. Il y a d'autres minéraux. Et on pourrait à la longue arriver à recréer des zones humides. C'est pareil dans le désert. Il y a Jean-Pierre Petit, un chercheur que je suis vraiment séduit par tout ce qu'il nous dit, et c'est très intéressant. Il y en a qui le critiquent, mais il a de très bonnes idées. Il disait dans le Sahara, si on avait un système on chauffe de l'eau, une centrale thermique, en somme, c'est la chaleur du soleil qui chauffe de l'eau, simplement avec des tôles, des réflecteurs. On n'a même pas besoin de panneaux solaires photovoltaïques, et on a une centrale thermique, et il y aurait de quoi alimenter la planète en énergie. Vu la quantité de chaleur qu'il y a au Sahara, et on pourrait arriver à faire des choses. Donc, comme quoi, là justement, il y aurait par exemple les pays occidentaux, les pays européens. On pourrait aider les Algériens à mettre ça en place. Alors, on peut très bien fabriquer. On n'est pas obligé de transporter toute l'énergie
très loin. Alors, par contre, si on veut la transporter loin, alors il y a maintenant la technique du courant continu qui a un meilleur rendement que le courant alternatif sur des milliers de kilomètres. Parce que le courant alternatif, apparemment, c'est limité 1000-2000 kilomètres, parce qu'à cause du courant alternatif, après, il y a pas mal de pertes que le courant continu. Alors avant, c'était compliqué de transformer le courant continu en courant alternatif, mais maintenant, il y a des solutions techniques. Donc, il y a pas mal de solutions aussi. Des gens qui ne se sont jamais posé la question, la géothermie à grande profondeur, on sait forer des puits de pétrole à 5000 mètres de profondeur. À 5000 mètres de profondeur, on a des sources d'eau. On peut envoyer de l'eau, soit il y a de l'eau chaude ou on injecte de l'eau. En Islande, ils sont alimentés uniquement par la géothermie. Alors il y a toujours des dangers aussi, parce que la géothermie, il peut y avoir des gaz, du sulfure d'hydrogène qui revient à la surface. Il faut quand même avoir des précautions. Et tous les 25 ans, il faut refaire un forage, mais on peut utiliser la chaleur de la Terre. Et s'il y avait énormément de forage géologique, pas de géologique, de géothermie, je pense même peut-être que ça réduirait, parce que parfois la planète, il y a un tremblement de terre parce qu'il y a une montée en pression. S'il y avait beaucoup plus de géothermie, peut-être qu'il y aurait moins peut-être de risques de tremblement de terre ou d'éruption volcanique. C'est pareil pour l'éolien. Si on raisonne d'une manière macro, s'il y a énormément d'éoliennes, ça va freiner le vent. Il y a moins de risques peut-être de tempête. Si on avait énormément d'éoliennes, on ne s'est pas posé la question, mais ça peut modifier, euh, parce que toute l'énergie du vent va être transformée en énergie mécanique, puis électricité, quoi. Alors justement, je me suis posé la question, alors justement une éolienne, elle transforme l'énergie du vent en énergie mécanique et après électrique. Par contre, quand il y a un arbre, des roseaux, il se plie, au moment donné, il se plie, puis après le vent repart. Euh, L'énergie peut-être comment se transforme l'énergie. C'est pareil, la voiture, on ne sait jamais. Il n'y a pas beaucoup de chercheurs qui ont arrivé à trouver la solution. On appelle ça micro-énergie, mais toute l'énergie qu'on fournit au moteur pour se déplacer, il y en a pour la lutter pour la gravité, mais il y a de l'énergie thermique de perdu, mais on ne sait pas en quoi se transforme l'énergie. C'est pour ça on met ça dans un truc fourre-tout, micro-énergie, mais on ne sait pas en quoi se transforme, parce que l'énergie se transforme toujours en quelque chose d'autre. On ne s'est jamais posé la question, on n'a pas tellement les réponses. C'est pareil, des choses simples. Quand il fait nuit, normalement, il devrait y avoir toujours un peu de jour sur les... parce qu'il n'y a pas des rideaux, c'est pas dans une maison, la Terre. Donc il y a de la lumière qui passe de chaque côté. Et en réalité, là, ils ont trouvé, comme les scientifiques, pourquoi il fait nuit. Il ne devrait pas faire si nuit. Mais il y a un phénomène... c'est un peu compliqué. Ils expliquent justement peut-être à cause du champ magnétique ou un truc comme ça. Et c'est des trucs on ne se pose pas toujours la question. Mais et aussi... des choses que la masse de la Terre augmente. Parce que de toute manière, on reçoit des particules, même très, très petites, ça peut être des neutrinos, ça va augmenter la masse de la Terre. La masse de la Terre augmente au fur et à mesure. Et ça peut avoir une action sur le noyau de la Terre. Il y a encore des choses qu'on a du mal à expliquer. Et donc, alors, il y en a même qui disent qu'il y avait un chercheur allemand qui avait une époque, il avait dit que la Terre avait peut-être doublé. Il avait fait une maquette, un ballon qui gonflait, et il faisait voir qu'il y avait un seul continent au départ, et puis qu'il y a une fracture qui se produit. C'était pas... ça me paraissait vraisemblable ce qu'il disait. Après, ça n'était pas tellement relayé. Ça a été un peu contesté, mais je trouve que l'explication est intéressante. De toute manière, même en dehors des microparticules, par exemple neutrinos, il y a aussi toutes les poussières de micrométéores qui viennent sur Terre. Alors là, ça augmente, je ne sais plus, c'est quand même pas négligeable, donc la masse de la Terre augmente. Alors plus elle augmente, plus la gravité augmente. Alors c'est pareil, à l'époque, on ne s'est jamais posé la question, mais à l'époque des dinosaures, ça se trouve, la gravité était moins importante. Parce que pour qu'ils soient si grands, ils étaient certainement moins gênés par la gravité.
Alors, ça pourrait se voir dans les os, parce que si, quand on a une certaine gravité, parce qu'on n'y pense pas, mais ça modifie le corps humain, même les astronautes dans l'espace, le fait qu'ils aient une faible gravité, ils se décalcifient, donc ça peut modifier. Euh, c'est des choses qu'on n'a pas tellement approfondies. J'ai vu quand même il y a quelques temps, justement, ils se sont posé la question sur cette histoire, parce que pour qu'il y ait des monstres, si vous êtes très grand, ou quand c'est la figure, vous faites mal. Donc la gravité n'était peut-être pas la même. Et aussi l'orbite de la Terre a pu bouger avec le choc du météorite qui a justement qui a détruit qui a tué les dinosaures il y a 65 millions d'années. À mon avis, l'orbite de la Terre a changé, peut-être la masse, il y a des paramètres de la Terre qui ont changé. On n'avait peut-être pas 9,81. Et c'est pareil, la gravité terrestre n'est pas partout pareil. Quand il y a des cavités souterraines, la gravité est plus faible. Et le champ magnétique aussi, ça, les choses qu'on pense pas aussi. Le champ magnétique n'est pas partout à la même intensité. Il y a même des endroits, il est nul. Alors, quand il y a une zone importante où le champ magnétique est nul, ça peut avoir une interaction avec la couche d'ozone, parce que l'oxygène, c'est un gaz qui réagit au champ magnétique. Je suis un peu comme Jean-Pierre Petit, hein. Je parle de pas mal de choses. Je suis parti sur le problème du logement et puis je fais un petit peu de science. Euh, donc, alors je vous conseille d'aller voir les vidéos de Jean-Pierre Petit. Il est très pédagogue, il explique pas mal de choses. Aussi un autre dommage qu'ils s'entendent pas toujours entre eux, Étienne Klein. Étienne Klein aussi, c'est un chercheur, un physicien du CEA, du Commissariat à l'énergie atomique, qui fait des conférences très intéressantes. Même il étudie pour qu'est-ce qu'il y a comme différence entre la vie et la mort, qu'est-ce qui fait que quelque chose est vivant et quelque chose est mort. Euh, le temps, la notion de temps, il y a des trucs vachement intéressants dans ces conférences. C'est quand vous avez regardé une vidéo de sa conférence, après vous vous couchez plus instruit et plus intelligent pour le lendemain. C'est très intéressant ça, de prendre le temps de... C'est vrai que maintenant avec YouTube, on peut très bien s'enrichir de connaissances sans aller très loin. Bon, ça n'empêche pas d'aller voir dans des musées, d'aller visiter des choses, quoi. Euh, donc, il y a des choses. Donc, le champ magnétique terrestre, ouais, justement, alors justement, on n'en parle plus tellement, mais je pense que le problème de la couche d'ozone n'est peut-être pas tout à fait résolu. Alors, justement, le truc de la couche d'ozone était beaucoup plus grave il y a peut-être une trentaine d'années, mais comme on a arrêté toutes les aérosols, ça s'est résorbé, mais on parle du CO2 maintenant, mais il y avait aussi les couches d'ozone. Il y a quand même en Amérique du Sud, je crois au-dessus du Paraguay, Uruguay, là il y a quand même un trou dans la couche d'ozone. Alors il paraît que les enfants des collèges et lycées, des écoles, quoi, il faut pas qu'ils sortent dehors en plein soleil, parce que les rayons sont dangereux. Ça peut les brûler la peau. Comme la couche de il y a un trou dans la couche d'ozone, donc il y a encore des zones quand même sur la planète où il y a des trous dans la couche d'ozone. Et puis au pôle Nord, il y a aussi, et aussi, alors au pôle Nord, il y a le phénomène, c'est qu'il y a le champ magnétique est à zéro, puisque ça s'écarte des deux côtés quand on a un pôle magnétique. Donc il y a des phénomènes qui se passent, quoi. Alors justement en Norvège, il y a des trucs étranges qui se passent, il y a des gens qui vont visiter ça. Il y en a qui disent que c'est des ovnis, il y a des phénomènes aurores boréales, ouais. Alors, justement, maintenant, quand on voit des aurores boréales, c'est justement quand il y a un signe que le champ magnétique est à zéro, il y a beaucoup plus de phénomènes d'aurore boréale. C'est des rayonnements qui viennent de l'espace, du soleil, et avec quand il y a une absence de champ magnétique, ça produit ces phénomènes-là. Avant, il y avait au pôle Nord que ça se produisait, maintenant, il y a différents endroits sur la planète où ça se produit. Alors, ouais, c'est vrai que le champ magnétique terrestre, au début, les gars de la Cité des Sciences m'avaient dit est-ce que tu t'es penché sur le problème de l'inversion des pôles? Au début, je crois qu'il me dit une connerie. Mais c'est vrai qu'il y a des scientifiques qui sont posés la question. Il paraît que dans 700 ans, le pôle Nord et le pôle Sud sont inversés. Donc on peut passer par
une période où il y a le champ magnétique sera nul, dangereux. On ne sait pas ce qui peut se passer. D'ailleurs, Elon Musk, il voit le danger de l'avenir entre les déchets radioactifs et puis le climat qui peut changer sur Terre. Il a dit bon, ben, il faut aller sur Mars, peut-être que sauver l'humanité, d'aller peut-être habiter ailleurs, parce qu'on ne sait pas si on pourra toujours vivre sur Terre. Il y a une réalité, la Terre elle est née et puis elle peut mourir, et puis le climat peut se modifier en dehors de le problème de pollution par des phénomènes naturels qu'on ne maîtrise pas. Donc il y a nécessité de venir plus tard dans l'espace. Pour l'humanité est obligée de migrer dans l'espace pour voir ce qui se passe ailleurs, et puis avoir une bouée de sauvetage, quoi. Donc voilà, et quelques idées là justement au niveau du, je sais pas pourquoi il y a des variations de luminosité. Euh, alors donc j'espère que le son est assez bon là, comme j'ai utilisé l'enceinte Bluetooth. Voilà, tiens, l'enceinte Bluetooth c'est ça. Voilà, hop, là je m'en sers comme micro. Elle est connectée au téléphone portable, donc le son passe dans les deux sens en micro et en haut-parleur. Je m'en sers parfois comme micro avec au Google Traducteur, là, translateur, là, le traducteur Google. Ça peut me servir de micro pour parler avec quelqu'un. Alors justement, tiens, c'est pratique ça, le traducteur Google, pour quand vous êtes avec quelqu'un que vous ne connaissez pas sa langue. Donc voilà les quelques idées pour recréer de la richesse et du développement économique en France. Quand j'aurai d'autres idées, je vous referai une vidéo, ça sera la quatrième. On essaye d'améliorer au fur et à mesure euh, les, les performances, la qualité. Là, il est 6h15, encore me coucher tard, je me couche complètement décalé. Ça va que j'ai des bons stores pour avoir la nuit noire. Donc, voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Et puis, partagez la vidéo, parce que j'amène des idées nouvelles, parce que c'est vrai que c'est un peu désolant. Les gars de Sciences Po, l'ENA, Polytechnique. D'ailleurs, j'ai remarqué les gars de Polytechnique, j'ai l'impression qu'ils sont vaccinés au nucléaire. Les profs leur disent ouais, le nucléaire c'est super, c'est impeccable. D'ailleurs, une parenthèse pour le nucléaire, quand on a commencé ça, suite à la crise pétrolière de 73, en 73, on aurait commencé le développement durable, on serait à 100% tout de suite. Et d'ailleurs, à l'époque, j'ai participé à la CGT, j'étais assez proche des communistes, et quand ils se sont lancés dans le nucléaire, j'ai dit non, niet, moi je suis scientifique, je lis Sciences et Vie, je regarde la vie des scientifiques, non, très dangereux pour l'avenir. Je me suis écarté de ce truc-là. Là, c'est là que j'ai divorcé avec la CGT, les communistes. J'ai dit non, pas d'accord pour le nucléaire. Et c'est vrai que quand je vois le maintenant, parce que il paraît-il qu'on a 70 000 tonnes de plutonium à La Hague. Enfin, c'est énorme, c'est hyper dangereux. On ne sait pas comment faire. On nous parle du CO2 et bien plus grave, les déchets nucléaires. Et puis le démantèlement des centrales, parce que quand on l'arrête, elle ne produit plus d'électricité, mais ça coûte de l'argent à démonter, et puis très difficile, quoi. Donc c'est un sacré problème. On ne sait pas comment on va gérer ça dans l'avenir. Parce qu'à un moment donné, mettons, quand on arrête totalement le nucléaire, comme les Allemands l'ont fait, il y a le coût du démantèlement. Quand ça ne produit plus rien, c'est pour ça qu'il faut arrêter graduellement. Alors le nucléaire, là, moi je n'étais pas pour le nucléaire, mais comme je dis, l'enfant est là. Quand on a fait un enfant, même pareil, il faut l'assumer. Par contre, pas d'accord pour faire des nouvelles centrales nucléaires, parce qu'on sait que c'est un problématique. On continue à en faire. Il faudrait plutôt utiliser la géothermie, approfondir les recherches sur la géothermie. Toutes les sources d'énergie renouvelable, biomasse, tout ça, éolien, solaire, la mer, il y a plein de solutions qui soient en équilibre avec l'équilibre de la Terre, quoi. Parce que le nucléaire, c'est un... Alors il y a aussi le nucléaire il y avait un nucléaire propre
à base de thorium. C'est le thorium, il n'y a pas tous les problèmes. Dommage, on n'a pas. Il faudrait peut-être consacrer 10 milliards. Personne n'a fait l'effort de faire des recherches dans ce domaine-là. C'est pas évident. C'est dommage parce que ça, là, apparemment, ça serait une solution atomique propre, quoi, qui n'a pas les problèmes. Et alors aussi, c'est pareil, on oublie que la Terre, c'est une sorte de réacteur. L'énergie de la Terre est produite par justement des réactions atomiques qui se font avec le thorium et l'uranium et puis le potassium. Donc il y a énormément de chaleur dans le centre de la Terre, quoi. Si on utilisait on a un réacteur atomique sous les pieds, on n'a même pas besoin d'en faire en utilisant la géothermie. Quand on regarde bien, parce que la corce terrestre, c'est pas très épais, hein, c'est comme une peau d'orange, et à l'intérieur, il y a plein de chaleur. Et là, on aurait de quoi faire. Donc, la géothermie de grande profondeur, parce qu'on parle de géothermie parfois. Les pompes à chaleur, c'est en surface. Ah, il y a aussi les pompes à chaleur RR aussi qui captent la chaleur de l'air. Ça marche pas mal non plus, ça aussi. C'est pas mal de faire la clim. Donc, en espérant que les politiciens, les 80% de politiciens qui sont médiocres, qui sont pas bons, qui s'imprègnent des idées pour s'améliorer, parce que on est dans la loi des 20-80, il y a 20% de bons et 80% de mauvais là. Actuellement, on se rigole à l'Assemblée nationale, au Sénat, mais tout ça, ça n'avance pas. Il n'y a pas de... Et puis on pourrait peut-être avancer en douceur, sans se bagarrer comme à la cour de récré, dès l'école primaire. On a l'impression qu'on est encore à l'époque des Romains. Bon, on se tape plus avec des glaives, mais avec des paroles assassines, quoi, des règlements de compte. C'est pas terrible tout ça. Donc il faudrait un petit peu de sagesse, et puis parce que de forces qui s'opposent, le résultat est nul, quoi. Il faudrait plutôt que les forces s'additionnent, quoi. Ça serait sympa, quoi. Donc, et puis d'écouter ceux qui ont des bonnes idées comme Jean-Pierre Petit, là je trouve que c'est intéressant. Elon Musk, je suis assez en admiration, ce gars-là aussi. C'est balèze aussi ce qu'il fait là. Il a beaucoup d'idées aussi, ce gars-là. Il n'y a pas suffisamment de gens comme ça. Donc bon visionnage de cette troisième vidéo de Marc Vandamme, le président de Homme Énergie. Dans l'avenir, ça va devenir Universal Research Innovation. Il faut que j'aimerais bien avoir quelqu'un pour m'aider à faire les nouveaux statuts. Mais sinon, je vais me débrouiller tout seul. On va peut-être y arriver. Et puis prochainement, j'espère avoir de nouveaux stagiaires. On en a eu 26 jusqu'à maintenant, comptabilisés, mais il y en a peut-être un peu plus. Il y a certains de mes stagiaires qui sont devenus ingénieurs. Ils ont dépassé le prof. Ils m'ont écrit « Merci Marc pour l'information que tu m'as assurée et puis l'aide à mes études. » Ouais, donc il y en a même parfois qui sont partis dans l'aérospatial. J'ai eu des stagiaires étrangers. Je me suis rendu compte que en ayant des stagiaires étrangers, ça donne une autre vision. On voit parfois, ils voient des choses que nous on ne voit pas. Bon là, j'arrête là. Voilà, on va couper 1h08 de vidéo, c'est pas mal.